Bienvenue de retour dans Check-up. Frédéric Sodou et Elena Moreau nous ont rejoints. On va revenir avec eux sur le dossier du mois. Alors Frédéric Sodou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du GIN, le Grenoble Institut des Neurosciences. Et de votre côté, Elena Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes, neurologue au CHU de Grenoble. Vous êtes également tous les deux professeurs à l'université et praticiens hospitaliers. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Le GIN vient de fêter ses 10 ans et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Frédéric Sodou, vous n'étiez pas là à l'origine du GIN, vous étiez bien trop jeune. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment est né cet institut ? Eh bien, cet institut, en fait, il est né de l'idée du professeur Claude Feuerstein, qui était président de l'université qui a été président de l'université Joseph Fourier pendant plusieurs années. Et puis, il est professeur à l'université et praticien hospitalier au CHU. Et son idée, c'était de rassembler, en fait, toutes les forces des chercheurs travaillant dans le domaine des neurosciences sur Grenoble, qui étaient un petit peu dispersés dans plusieurs laboratoires, plusieurs unités. Et son idée, c'était de les remettre tous ensemble dans un même bâtiment pour créer une synergie, pour aller plus vite dans la recherche et puis parce que la recherche, c'est aussi une rencontre entre des personnes qui vont discuter, qui vont générer des idées, et c'est comme ça qu'on va plus vite. Et en plus, le GIN se trouve donc juste à côté physiquement du CHU. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet établissement ? Le CHU, je laisse Elena. Bon, le centre... On n'a que 20 minutes. Le centre universitaire hospitalier de Grenoble, moi je pense, c'est bien connu, pas seulement en France, mais en Europe et aussi à l'étranger pour les soins et la recherche médicale dans plusieurs domaines. Moi, je travaille en neurologie, donc je parle pour le domaine de la neurologie, surtout l'épilepsie et la maladie de Parkinson. Je rappelle que M. Benabid, il y a 30 ans, il a inventé la stimulation cérébrale profonde connue dans tout le monde. Elle était presque à côté du prix Nobel pour ça. Oui, on l'attend toujours. À chaque année, on se dit ça va être lui. Et puis, Damned. Oui, mais c'est quand même aux 2e place. C'est pas mal. Un jour, ce sera peut-être vous. Qu'est-ce qu'on fait au Grenoble Institut des Neurosciences ? Alors, je dirais l'objectif à l'Institut des Neurosciences, c'est d'étudier, de comprendre et de soigner en fait des pathologies, comprendre le cerveau, comprendre le fonctionnement du système nerveux et d'essayer de guérir des pathologies qui vont être des pathologies neurologiques, psychiatriques ou neuromusculaires. Et on aborde en fait ces pathologies à différentes échelles. Il y a des équipes qui travaillent au niveau très très moléculaire, par exemple sur des mécanismes impliqués dans la maladie d'Alzheimer, sur des mécanismes. Alors après, au niveau des cellules, cellules nerveuses, différents types de cellules nerveuses, en essayant de reproduire en fait la maladie dans ces cellules nerveuses et essayer d'étudier en fait qu'est-ce qui va se passer. Et puis, on a aussi de la recherche sur des modèles animaux qui sont extrêmement importants pour comprendre en fait au niveau d'un organisme entier comment cette maladie va se développer, comment est-ce qu'on peut la retarder. Et puis, il y a une partie qui est très importante qui va être le transfert à l'homme. On a des équipes qui sont avec justement, comme par exemple Elena, qui sont impliquées directement dans des équipes de recherche. Et donc, c'est cette relation, cette interaction entre des chercheurs fondamentaux et des chercheurs cliniciens qui nous font justement aller plus loin parce que ça va dans les deux sens. Donc du clinicien vers le chercheur et du chercheur vers le clinicien. Ça se fait toujours dans cet ordre-là, la cellule, l'animal ? Non, on peut partir, des fois on a des surprises, on va avoir des données qui vont être obtenues chez le patient avec des interrogations des cliniciens qui nous disent mais est-ce que c'est possible, qui nous posent une question et nous on va retourner directement à la cellule et on va en fait découvrir des mécanismes comme ça. Elena Moreau, quand vous présentez certaines avancées technologiques, certaines découvertes aux patients, est-ce que c'est difficile de les convaincre d'essayer des choses ? Ça dépend. Je pense qu'à la fois, il y a une mauvaise publicité de temps en temps sur les essais cliniques.
hein. Mais il faut quand même expliquer qu'il y a beaucoup de désavantages pour participer à des essais cliniques. Par exemple, les patients sont très bien suivis par les médecins, on prend des notes de tout. Et donc, il y a cet avantage. Et aussi, je pense, il faut rappeler que nous participons à la recherche pour les autres aussi. Donc, je pense que tous les malades ils ont intérêt à participer à ça aussi parce qu'il y a pas mal aussi de maladies neurologiques héréditaires. Donc, peut-être les enfants, ils sont aussi porteurs de ce type de maladies. Donc, on peut découvrir la façon pour faire un diagnostic, on peut plus anticiper ou pour une guérison, une cure, il faut participer à les études. Absolument. Alors, des études sur quoi, Frédéric Saudou, sur quelles sont les pathologies qui sont étudiées au GIN? Alors au GIN, on a un certain nombre de pathologies qui sont étudiées. On a des maladies neurodégénératives ou maladies neurologiques à expression tardive. Donc on a la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, et il y aura on verra un petit reportage tout à l'heure. Absolument. Et on a aussi l'épilepsie. Il y a aussi des équipes qui travaillent sur les AVC, sur les traumas et des pathologies neuromusculaires. J'espère que j'ai rien oublié. Et on a aussi des équipes qui travaillent sur des modèles, sur des protéines qui se sont retrouvées être importantes pour des phénomènes responsables de certains schizophrénie, de certains états schizophréniques. Alors, vous avez cité l'épilepsie et on va regarder un reportage du travail que vous effectuez, donc à la fois au Grenoble Institut des Neurosciences et à la fois au CHU pour bien comprendre la synergie qui existe entre ces deux établissements. C'est un reportage d'Olivier Escalon. 30% des patients épileptiques sont pharmacorésistants. Les médicaments sont inopérants sur eux. Dans ces cas-là, et si la maladie touche une partie spécifique du cerveau, on peut envisager une intervention chirurgicale. Au laboratoire de neurophysiopathologie de l'épilepsie du CHU Grenoble-Alpes, on réalise des investigations préopératoires. Pour cela, les équipes peuvent recourir à l'électroencéphalogramme intracérébral, qui consiste à placer des électrodes à l'intérieur même du cerveau du patient pour observer ce qui s'y passe en temps réel. On étudie non seulement les crises du patient, pour délimiter la région responsable des crises. Mais aussi, on réalise des études fonctionnelles. Et donc, en fonction du type d'implantation, on va étudier les régions du langage, la région motrice, la région visuelle. Au cours de séances de stimulation électrique intracérébrale, on envoie du courant de très faible puissance dans différentes zones du cerveau pour observer à quoi elles servent. Chez ce patient par exemple, on stimule la zone qui le fait regarder à droite. Chez celui-ci, on stimule la zone de la lecture, ce qui le rend incapable d'assembler les lettres pendant un instant. L'équipe saura quelle zone il ne faut pas toucher lors de l'opération pour éviter des séquelles trop importantes. Julien Bastin, chercheur à l'Institut de neurosciences de Grenoble, utilise ces informations et réalise des tests comportementaux avec les patients implantés pour établir une cartographie du cerveau en fonctionnement. Grâce à ces tests, on est capable de déterminer le rôle fonctionnel de chacune des électrodes qui sont dans le cerveau du patient. Et donc, on analyse très rapidement les données pour pouvoir donner des informations aux neurologues à propos du rôle fonctionnel de chacune des électrodes, ce qui peut les aider à prendre des décisions pour la chirurgie de l'épilepsie. Toutes ces informations collectées pourraient permettre un jour de stimuler le cerveau en temps réel pour diminuer les symptômes d'une maladie comme Parkinson par exemple. Alors on l'a bien vu dans ce reportage. C'est donc à la fois la chirurgie et puis après on se retrouve dans le laboratoire. Hélène Amouroux, vous travaillez justement sur la maladie de Parkinson. Vous procédez aussi de la même façon? Bien sûr, la maladie de Parkinson, c'est un autre exemple dans lequel nous avons progressé beaucoup pendant les dernières 10 années grâce à la recherche, on va dire, des bases des neurosciences. Nous avons, par exemple, compris la progression de la maladie. Par exemple, avec les modèles des rats, les modèles des singes, les modèles des souris, nous avons bien compris qu'il y a une déposition d'une protéine anormale qui se propage dans le cerveau pendant les années. Et ça, c'est grâce à des modèles animaux.
Et ça, c'est l'importance de travailler ensemble, comme M. Soudou nous a dit, chercheurs des sciences de base et chercheurs à niveau médical dans les cliniques, pour améliorer la prise en charge, pour découvrir comment on peut ralentir la progression de la maladie, peut-être la prévenir et la guérir. Mais ça, c'est un procès très long. On ne peut pas le faire en 2 ou 3 jours. Donc, il faut doucement participer à ces projets et porter des aides, des petites pièces, pièces dans la maladie pour avancer vers la guérison de ce type de pathologies neurodégénératives. Donc, c'est évidemment votre objectif. En ce moment, vous travaillez sur quoi exactement? Quel est votre but? Une chose que je viens de dire, c'est que pendant les dernières 10 années, nous avons découvert, probablement comme la maladie se propage, nous avons aussi découvert qu'il y a des formes différentes des maladies de Parkinson. Ce n'est pas la maladie, c'est les maladies de Parkinson. Donc il y a des formes différentes, des formes qui vont progresser plus rapidement et des autres formes qui sont un peu plus bénignes, on va dire. Donc l'effort maintenant aussi que nous faisons à Grenoble, c'est une sorte de phénotypage de chaque malade quand on fait la diagnostic de la maladie pour voir si la forme que notre malade est là de la maladie de Parkinson peut-être est une forme agressive et donc on va la soigner de façon un peu plus agressive que les autres. Donc, on a gagné un projet universitaire dans lequel on va étudier en cohorte des malades de novo. De novo signifie que quand vous venez de recevoir la diagnostic de la maladie, pour vraiment phénotyper, donc c'est-à-dire catégoriser mieux quel type de maladie le patient a. Et ça, on le fait ensemble au GIN parce qu'on y a découvert, par exemple, qu'il y a des petits noyaux dans le cerveau qui sont affectés probablement beaucoup des années avant que nous fassions la diagnostic clinique. Quand vous commencez à trembler ou vous êtes un peu rigide ou vous avez un ralentissement moteur. Et donc, on va utiliser aussi cette technique sur un IRM fonctionnel et des autres, une sorte de mappage des réseaux du cerveau similaire à ce qu'on va faire pour l'épilepsie, pour vraiment phénotyper, on va dire comme ça, si on peut utiliser ce mot anglais, catégoriser notre malade depuis le début. Donc comme dans beaucoup de pathologies, en fait, l'objectif, c'est de découvrir au plus tôt pour mieux soigner. Alors, vous le disiez, la recherche sur la maladie de Parkinson grâce au gène a beaucoup progressé. En 10 ans, il y a eu évidemment d'autres découvertes effectuées au sein du gène. Oui, il y a un certain nombre de découvertes. Ça serait peut-être un peu trop long de toutes les citer, mais je crois on a la chance d'avoir une superbe unité d'imagerie fonctionnelle au GIN qui a permis justement par exemple de développer des nouvelles méthodes d'imagerie donc non seulement pour la maladie de Parkinson mais aussi pour la maladie d'Alzheimer. Il y a eu des travaux par exemple qui ont permis de démontrer qu'il y a une réorganisation des connexions cérébrales dans le cas de coma par exemple. Il y a eu l'identification de gènes impliqués dans des maladies neuromusculaires. Il y a eu découverte de mécanismes, par exemple, qui permettent de comprendre comment se développe l'épilepsie à partir d'un foyer avec des modèles animaux. Et puis après, des recherches sur la maladie de Huntington ou d'autres maladies sur les troubles psychiatriques dans la maladie de Parkinson. Je crois que ce qui est important, je voulais mentionner, c'est dans le cadre du développement de ces projets, il faut noter que le GIN, donc c'est un institut qui est à la fois à l'Université de Grenoble, Alpes, et dépend de l'INSERM. Donc on a nos 2 tutelles principales. On est associé avec le CHU, on est associé aussi avec d'autres organismes. C'est vrai que Elena l'a mentionné, on bénéficie de l'initiative d'excellence de l'Université Grenoble-Alpes suite à la fusion qui a obtenu l'IDEX. Et ça nous a donné des moyens de développer des projets qui sont ambitieux. L'autre chose qu'il faut peut-être noter aussi, c'est que Grenoble a été labellisé centre d'excellence sur les maladies neurodégénératives. Il y a 7 centres en France. Il y a Strasbourg, Lille, Bordeaux
Lyon, il me semble. Non, Lyon n'est pas pas... Lyon. Ils n'ont pas eu cette année. Non, Lyon n'a pas eu. Ça dépend des années. Non, là c'est pour 4 ans. Donc, Là, voilà. Donc postule. tout ça, ça nous donne des moyens. Ça permet en fait de structurer la recherche et nous permettre d'aller plus vite. On aimerait aller encore plus vite. Le GIN est aussi un endroit d'où émergent un certain nombre de technologies, vous en avez parlé, mais qui donne lieu aussi à la création derrière d'entreprises, où vous travaillez avec un certain nombre d'entreprises. Synapcell pour la plus ancienne de mémoire. C'est ça, voilà. Il y en a certainement d'autres. Voilà, il y a eu Écrin Therapeutics qui a émergé d'un directeur d'équipe du GIN. Voilà, et puis qui est maintenant à l'IAB. Et puis il y a Pixil qui est une entreprise à visée de développement de logiciels pour l'imagerie qui est dirigée conseillé par un des membres, qui a été créé au départ par Michel Doja, qui est chercheur au sein du GIN. Alors Frédéric Saudou, on l'a dit, vous êtes directeur du GIN et quand ces fonctions vous laissent un petit peu de temps pour comme hobby, vous êtes chercheur un jour, chercheur toujours. Oui. Alors j'ai quand même été, avant d'être nommé professeur à l'Université de Grenoble, j'étais pendant 20 ans directeur de recherche à l'INSERM. Donc voilà. Donc, et votre domaine de prédilection? C'est la maladie de Huntington. Ça fait depuis un certain nombre d'années, je travaille sur cette pathologie avec une approche qui est plus cellulaire, en essayant d'aller compréhension de la cellule à ce qui se passe à l'intérieur des neurones malades de la maladie. Voilà, et vous venez il y a quelque temps avec votre équipe de publier un papier sur la maladie de Huntington. Olivier Escalon nous en dit plus et on se retrouve juste après. La maladie de Huntington touche 6000 personnes en France. C'est un mal neurologique d'origine génétique qui engendre des troubles cognitifs, psychiatriques et des gestes incontrôlés. À l'Institut des neurosciences de Grenoble, les équipes du professeur Frédéric Saudou ont réalisé des progrès importants dans la compréhension du fonctionnement de cette maladie. Une de ses caractéristiques, c'est le dysfonctionnement de la connexion des neurones entre deux régions du cerveau, le cortex à la périphérie et le striatum plus en profondeur. Pour observer cette connexion, les équipes utilisent un process original. Sur de petites plaques en silicone sont gravés de minuscules volumes, des chambres et des sillons pour les relier les unes aux autres. Donc on va avoir d'une part les neurones du cortex dans une première chambre. Dans une seconde chambre sur laquelle il va connecter, on pourra ensemencer les neurones du striatum. Et on aura une connexion entre ces deux neurones à travers les microcanaux. Les neurones du cortex se connectent aux neurones du striatum. Les chercheurs peuvent ensuite observer au microscope comment se déroulent ces interactions. Et là, surprise, un neurone du cortex malade induira un comportement dysfonctionnel chez un neurone du striatum sain. Inversement, un neurone du cortex sain pourra régulariser l'activité d'un neurone du striatum malade. Moralité, guérissons le cortex et on guérira le striatum, on guérira le réseau cortico-striatal. Et ça, c'était pas la logique jusqu'ici. Non seulement c'était pas la logique, mais en plus c'est assez surprenant puisque la maladie de Huntington est quand même considérée comme étant une maladie du striatum, puisque c'est une maladie affectant essentiellement, en tout cas sur les stades tardifs de la maladie, la chorée, donc les fonctions motrices. Donc on considère la maladie de Huntington comme une maladie du striatum, et pourtant il semblerait que le striatum est malade parce que le cortex est malade. Et comme le cortex se situe en périphérie du cerveau, il est plus facilement accessible que le striatum, ce qui ouvre de nouvelles perspectives d'approche thérapeutique de la maladie de Huntington. Alors Frédéric Saudou, la suite, ce serait quoi, maintenant que vous avez fait cette découverte? On veut continuer à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau de neurones. Et puis, surtout, cette approche avec les petites chambres microfluidiques, elle est particulièrement intéressante parce que, petit 1, on est maintenant en train de tester des molécules qui ont un potentiel thérapeutique et on a un certain nombre de molécules qui ont l'air de restaurer ce réseau. Donc, il va falloir qu'on aille un peu plus loin, qu'on comprenne comment ça marche. Puis après, on pourra passer chez l'animal pour voir si
aujourd'hui, on a l'impression qu'on est beaucoup plus prédictif grâce à cette approche. Et puis, l'intérêt aussi de ces approches de réseau, c'est qu'elles sont compatibles pour étudier des réseaux dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, dans le cadre de la maladie de Parkinson, dans des cadres d'autisme, par exemple, qui ont aussi des problèmes de connectivité. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment en train d'émerger dans les neurosciences, c'est qu'avant, on travaillait un peu sur des neurones isolés, mis en vrac dans une boîte de culture. Et là, on se rend compte, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre le fonctionnement des réseaux. Et ça, c'est vrai parce qu'on le voit, nous, dans nos petites boîtes. Mais en gros, c'est aussi ce qu'on voit d'autres équipes du GIN, Olivier David, ou en imagerie fonctionnelle avec Emmanuel Barbier. C'est qu'il y a un grand nombre de réseaux, en fait, qui sont atteints dans des pathologies. Et donc maintenant, on est plutôt à essayer de comprendre comment ces réseaux fonctionnent, comment ces neurones communiquent entre eux. Et ça va être, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'émerger dans le... Donc voilà, on voit que le GIN a encore de belles années devant lui, de belles années de recherche. En tout cas, il y aura du boulot. Merci Vincent, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Check-up.